Bonjour, je vais vous présenter l'extraction d'informations à partir de textes. Je suis Claire Nedelec, directrice de recherche à l'Institut INRAE, de recherche en agronomie. Et cette présentation va se faire à deux voix avec Robert Bossy, la même unité, l'unité maillage qui est située à Jouy-en-Josas. Donc, extraction d'informations à partir de textes, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par simplement rappeler la motivation pour ce sujet, en expliquant en quoi c'est un enjeu scientifique majeur, en particulier dû au volume très important de publications, de documents scientifiques qui sont produits. On compte aujourd'hui plus de 160 millions de documents scientifiques indexés, et une grande partie, jusqu'à 50% de ces articles ne sont jamais lus. 90% des articles ne sont pas cités, et 80% des articles cités ne sont pas lus selon les rapports dont vous voyez les références ici. Donc ces chiffres sont très impressionnants et très attristants. Ils ne sont pas dus à la mauvaise qualité des articles, bien sûr. Ils sont dus à la difficulté de trouver l'information et l'article qui est nécessaire pour sa recherche ou son travail. Et c'est une des ambitions de la fouille de texte que d'aider les scientifiques, les chercheurs à exploiter mieux ces données de la recherche et en particulier les données publiées. Alors dans la présentation qui va nous intéresser aujourd'hui, on veut aller un pas plus loin que la recherche bibliographique. On va s'intéresser à l'information qui est décrite dans ces textes. Donc précisément à une granularité fine du document, de manière ensuite à mieux intégrer cette information au cœur de l'activité du chercheur. Donc plus que trouver l'information, on va vouloir la relier à la connaissance spécifique du domaine du chercheur. Donc au cœur de cette problématique se trouve évidemment du coup le partage et la réutilisation de l'information dans des domaines spécialisés. Et ici par rattachement à la connaissance de l'utilisateur, on entend le rattachement à un référentiel commun. On va voir aujourd'hui de quoi il s'agit quand on parle de référentiel commun. Avant de rentrer dans ces détails sur la connaissance et les référentiels, un bref rappel, je pense, de la présentation que vous avez peut-être vue de Patrice Belot sur l'extraction automatique d'informations. Donc classiquement, on représente l'extraction automatique d'informations en deux étapes principales, une étape de reconnaissance d'entité et une étape d'extraction de relations. Comme on voit ici sur l'exemple, on va ici avoir des entités qui sont surlignées en rouge, ce sont des microbes, en bleu, ce sont des habitats, et en orange, des lieux géographiques, avec des fines ici lignes vertes qui représentent les relations. On en a de deux types. Des relations vidant entre des microbes et leurs habitats et des relations localisées entre des microbes et des lieux géographiques. Donc cet exemple va nous suivre tout au long de la présentation et il illustre donc ces deux étapes, reconnaissance d'entité et extraction de relations. Alors cette représentation sur ligne de texte surlignée est une manière de représenter l'information extraite, mais il y en a de nombreuses. En voici un autre exemple. Le même texte de document, et ici une représentation qui est plus proche d'une représentation de base de données, où on a en haut ici les attributs de la base de données, microbes, habitat, lieu géographique. Les relations ici sont implicites dans notre table, vidant localisé A, qui est une autre façon d'organiser et éventuellement de visualiser cette information extraite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'extraction d'informations, la méthode d'extraction d'informations vont extraire les informations du texte, donc les transformer en données structurées à partir de textes non structurés. Et ces informations sont ensuite exploitables par des ordinateurs sous différentes formes. Alors de manière sous-jacente à cette représentation tabulée des informations, on a un schéma de données. C'est important d'avoir ça en tête. C'est à la fois le schéma d'annotation du texte et le schéma sous-jacent pour notre base de données où on retrouve les types d'entités et leurs relations entre elles. Donc cette notion de schéma est un peu générale, sous-jacente à l'extraction d'informations. En général, les relations sont binaires, mais elles peuvent être NR, donc plusieurs arguments. Elles sont en général orientées, elles ont un sens, mais pas nécessairement. En tout cas, les arguments de la relation sont typés, donc ici, microbes, habitat, etc. Donc voilà le cadre général pour l'extraction d'informations. Quand on parle ensuite d'extraction d'informations guidée par des référentiels, par des ontologies, on va un pas plus loin et on va en particulier s'engager sur le chemin du partage et de la réutilisation.
Partager l'information va nécessiter d'avoir un référentiel de connaissances commun entre les personnes qui partagent cette information et de relier l'information aux connaissances communes qui sont partagées par ces personnes. Donc on va s'intéresser maintenant rapidement à ces 3 niveaux: données, information, connaissances, avec un petit rappel, une définition. Une donnée, c'est en général vu comme un élément discret, donc ici du texte. Ça peut être des nombres, des bases de données, etc. Au niveau information, les données ne sont plus brutes. Elles ont déjà été filtrées, contextualisées, interprétées, ici reliées localement, on l'a vu, par des relations, du typage, à l'aide d'une connaissance qui est locale, de manière à être réutilisable. Donc on va être au niveau de base de données qu'on a vu à l'instant. Au niveau connaissance, ces informations, cette fois, sont reliées à un modèle de connaissance qui va décrire de manière formelle un système unifié de définition et des principes fondamentaux du domaine, ce qui va permettre une compréhension partagée par les utilisateurs et des traitements beaucoup plus fiables, puisqu'ils vont être à la fois plus transparents, explicables et aussi plus reproductibles. Donc on voit ici que l'enjeu est important. Alors, il ne faut pas voir ces 3 couches subsédimentaires comme je les ai présentées. Elles sont évidemment interdépendantes, comme figuré sur le schéma. Alors j'ai parlé jusque-là de modèle de connaissance, c'est un concept un peu vague. De quoi concrètement il s'agit? On peut le représenter selon cet axe ici, de la ressource la moins formalisée ici jusqu'aux ressources les plus formalisées. Ici en bas, on va retrouver dictionnaire, nomenclature, terminologie, vocabulaire contrôlé que vous connaissez bien. Et puis au niveau le plus haut, on va retrouver les ontologies formelles. Et à chacun de ces niveaux, on va avoir des représentations de plus en plus riches, de plus en plus expressives, toujours manipulables par des ordinateurs. Et selon le niveau auquel on va se trouver, on va pouvoir réaliser différentes opérations. Normaliser les données, les classer, ensuite à un niveau plus important, abstraire ces informations, et enfin raisonner. Donc différentes possibilités selon les référentiels qui sont utilisés. Et ça c'est vrai indépendamment de l'aspect fouille de texte. Encore une petite notion supplémentaire, parce qu'elle est très utilisée en extraction d'informations, la notion de termino-ontologie. Alors on a d'une part une ontologie ici qu'on a réduite à une hiérarchie de concepts avec des concepts reliés à leurs parents plus généraux et leurs descendants plus spécifiques, et éventuellement ici reliés à des relations, donc des relations spécialisées. Et donc ce qui est important ici de retenir, c'est la distinction entre ces concepts, ces classes, et les termes qui vont les dénoter, qu'on appelle les labels des classes, donc qui vont donner un nom à ces concepts. Et ces 2 structures sont séparées. On peut avoir un concept sans nom, représenté par exemple par une image. Voilà, une fois ceci dit, revenons donc à l'extraction d'informations à partir de texte, qui est notre sujet. Et on voit que notre objectif, il est un peu différent d'un simple objectif d'extraction d'informations. Il est maintenant de centraliser, structurer, standardiser cette information pour en faciliter l'accès et l'utilisation. Et c'est représenté ici par ce dessin, où on voit d'une part donc, ce texte surligné et relié par des liens fins ici à ce qui est représenté ici une ontologie. Et le fait que cette base de données, cette table ici représentée à côté, soit reliée au même référentiel, va permettre d'interroger ces différentes sources d'informations de manière transparente et facile pour l'utilisateur. Alors l'enjeu en matière de texte, il est important. D'une part, on a beaucoup de documents disponibles, donc des données en texte dit libre qui sont très nombreuses. Et les méthodes pour extraire ces informations ne sont pas les mêmes que pour des données structurées, standards, dont on peut avoir l'habitude. On fait faire appel à des méthodes de text mining, de fouille de texte, qui vont permettre de détecter les informations, les associer au référentiel, donc à l'ontologie comme on l'a vu là, et les relier entre elles pour les mettre à disposition. Et c'est ici l'objectif que je vais vous présenter plus en détail. Donc on revient sur notre représentation de tout à l'heure, reconnaissance d'entités, relations, et vous voyez j'ai rajouté une étape, la normalisation des entités. Et c'est cette étape ici qui, en reliant les entités du texte à des hiérarchies de concepts ou des nomenclatures, va permettre d'abstraire ces informations et de faciliter leur identification, leur recherche.
Donc dans l'exemple, on va avoir donc une hiérarchie d'habitats, les entités bleues, une hiérarchie de bactéries ici, les entités rouges, et puis des lieux géographiques. On n'a pas dans notre exemple de phénotype. Alors cette association des entités du texte avec un référentiel contribue aux principes FAIR que vous connaissez certainement, qui sont les principes déclinés comme findable, accessible, interoperable et reusable. Dans ce sens qu'une fois rattachées à ces référentiels, ces ontologies, les informations vont être infiniment plus faciles à trouver, puisqu'on a un vocabulaire pour les décrire. Elles sont donc plus accessibles. Elles deviennent interopérables parce qu'elles sont décrites de la même façon que d'autres données, avec lesquelles on va pouvoir les interopérer, les combiner. Et donc elles vont être beaucoup plus réutilisables dans une communauté plus large que celle du producteur de ces informations. Donc on va décrire ces différents niveaux d'abstraction à 3 niveaux. À un premier niveau, on a ce que j'ai décrit au début, un typage. Parce que c'est le premier niveau, ce n'est pas nécessairement simple. En particulier, retrouver les bornes exactes des entités est un problème encore aujourd'hui très difficile sur les domaines. Donc on va avoir des types d'entités ici représentés par des couleurs. C'est le premier niveau, reconnaissance d'entités nommées. J'ai donné des exemples du microbe d'habitat. On peut prendre des exemples de dates, de lieux, d'entreprises, de fonctions. Ce sont des types assez classiques dans les applications que vous pouvez voir. Au deuxième niveau, on va normaliser ces entités. C'est-à-dire qu'on va associer à ces entités un nom standard qui va provenir d'un référentiel. Dans notre exemple, on va par exemple associer l'entité microbe à son nom scientifique reconnu canonique. Ou pour prendre un autre exemple, on va associer le nom d'une molécule à son nom standard dans un référentiel, par exemple Kibi. Au troisième niveau, on va parler d'annotation sémantique qui va associer aux entités une catégorie d'un référentiel, une catégorie précise, par exemple d'une ontologie. Donc dans le cas des microbes, un taxon dans la taxonomie du NCBI, par exemple, et dans le cas d'une maladie, le nom de la maladie dans une classification comme CIMDIS, qui est une classification de maladies. Quelquefois dans le vocabulaire, on confond normalisation et annotation sémantique, mais on voit ici qu'il s'agit de deux opérations bien distinctes. Donc au niveau de normalisation, voici un exemple. On reprend notre phrase sur une bactérie, ici Plantotrix rubescens, vivant dans un lac Albano, en Italie centrale, en particulier dans le cratère d'un volcan. Le rattachement, donc par la normalisation, va attacher à chacune de ces entités-là un nom standard. Donc Plantotrix rubescens, par exemple. Lago Albano pour Lake Albano, c'est ce que nous préconise GeoNames. Et Centrale Italie est étiqueté par Centro Italy, également dans GeoNames. Donc c'est ça que va faire la normalisation. La notation sémantique au troisième niveau, elle va, toujours à partir du même exemple de texte annoté, à rattacher aux entités les classes précises des ontologies quand il en existe. Donc ici, par exemple, l'ontologie ontobiotope, qui nous décrit les classes d'habitat de ces bactéries. Donc, par exemple, la notation sémantique va associer à Volcanic Crater Lake la classe Freshwater Lake, qui a donc comme label Freshwater Lake et comme identifiant unique, et là désambiguisé, OBT 3200. De la même façon, pour la bactérie ici Plantotrix rubescens, on va trouver un numéro précis qui est le tax ID 59512. Et ainsi pour l'ensemble des entités. Donc ça, c'est la notation sémantique, donc plus riche puisqu'elle raccroche les entités à des ensembles structurés de connaissances. Donc là, je vous ai illustré quelques exemples où on a vu que les annotations des données du texte pouvaient faire référence à des nomenclatures, à des ontologies, à des thésaurus, à des dictionnaires. On en a vu différents exemples, la taxonomie du NCBI, GeoNames, ontobiotope, etc. Dans notre exemple, les relations étaient externes, mais elles peuvent être internes à ces ressources.
On va choisir les référentiels en fonction de leur disponibilité, bien sûr, mais surtout aussi en fonction de ce qu'on va vouloir en faire, de l'expressivité, de la richesse de l'information qu'on va vouloir stocker, gérer et retrouver. Donc pour illustrer ce qu'on peut faire avec ces différents niveaux d'annotation, je vais prendre un exemple en recherche documentaire, c'est un peu le sujet aujourd'hui, mais évidemment on peut faire plein d'autres choses avec l'extraction d'informations. Il y en aura un exemple un peu plus tard dans la présentation. En termes de recherche documentaire au niveau de l'annotation par les types généraux des entités, on va pouvoir rechercher des documents qui mentionnent des expressions de ce type. Donc par exemple, donne-moi tous les documents qui parlent de maladie, mais donc à un niveau général de maladie. Et on va pouvoir retrouver évidemment les expressions du texte qui sont de ce type, mais pas plus précisément. Au niveau de la normalisation par un nom standard, on va pouvoir rechercher précisément par le nom standard, indépendamment des variations qui peuvent exister dans le texte. Dans mon exemple, j'avais cette bactérie, Plantotrix rubescens, qui est une cyanobactérie. Je vais pouvoir interroger avec ce nom-là et retrouver toutes les façons d'exprimer ce nom dans les textes. Donc on va être beaucoup plus précis en termes de recherche documentaire. Et enfin, au niveau de l'annotation sémantique, on va pouvoir interroger à l'aide de la structure du modèle de connaissance. Donc par exemple, on va pouvoir interroger une base documentaire sur l'ensemble des bactéries vivant dans des milieux aquatiques, qui serait une classe d'habitat dans l'ontologie Antobiotope. Donc à différents niveaux de granularité, de précision de cette structure hiérarchique de l'ontologie. Donc ceci va être un peu illustré dans les démonstrations qui vont suivre. Donc, je vais passer maintenant la parole à Robert Bossy qui va vous présenter les méthodes qui permettent de réaliser ces choses extraordinaires, et nous verrons ensuite plusieurs exemples de l'exploitation de l'extraction d'informations. Maintenant, je vais vous faire un aperçu des méthodes d'extraction d'informations. Donc, l'objectif de cette section, c'est de vous donner une intuition de comment on s'y prend pour faire cette extraction d'entités et de relations. Donc, une des premières méthodes qui vient naturellement pour extraire des entités, c'est de prendre une liste de formes connues et les chercher dans le texte. Donc, un des gros avantages de cette méthode, c'est que d'abord, elle exploite des ressources existantes qui existent nécessairement dans tous les domaines. Ça peut être des gazetiers, des glossaires, des annuaires, des terminologies. Et la méthode est assez facile à mettre en place. Donc on prend par exemple une liste de taxons microbiens et on va les chercher dans chacun des documents. Cette méthode, elle a quand même des limites. La première, c'est que si on a des formes qui sont en dehors des lexiques qu'on utilise, des dictionnaires qu'on utilise, eh bien ceux-ci ne seront pas détectés. Un autre problème qui est lié, c'est que ce genre de méthode est peu robuste aux variations typographiques ou aux variations de langage. C'est-à-dire que si l'entité n'est pas mentionnée exactement de la même façon que dans le dictionnaire, alors on ne le verra pas. Et enfin, la dernière limite, c'est que plus le dictionnaire est grand et plus le corpus est important, plus le vocabulaire est étendu, et plus on a de chances d'avoir des entrées dans ces dictionnaires qui sont ambiguës, qui ont plusieurs sens. Donc on va voir maintenant comment on fait pour pallier à ces limites. Donc d'abord, sur les variations, on a deux grandes catégories de méthodes pour pallier au problème de variation. La première, c'est de compléter le dictionnaire automatiquement avec des patrons d'abréviation, en fait, par exemple. Ici, un des exemples les plus connus dans notre domaine, c'est l'abréviation du nom générique dans un nom d'espèce. On a un binom latin, le nom de genre, le nom d'espèce, et souvent dans les textes, le nom générique est abrévié avec sa première lettre. Donc on va compléter le dictionnaire avec des nouvelles formes. Une autre technique, c'est ce qu'on appelle la lématisation, qui va nous permettre de repérer, de s'abstraire de variations de flexion. Donc les flexions d'un mot, c'est quand on met au pluriel, quand on accorde en nombre, en genre et en déclinaison pour certaines langues.
Donc en fait, la lématisation, c'est l'action de prendre un mot et de trouver sa forme canonique dans la langue, c'est-à-dire le masculin singulier en français. Donc il existe des logiciels qui font ça, clé en main. Donc ici, par exemple, ça va permettre de normaliser le plant au pluriel, de plant au majuscule, et de le repérer qu'il soit au pluriel ou au singulier. L'ambiguïté maintenant, donc l'ambiguïté, c'est un problème qui découle de phénomènes linguistiques comme l'homonymie ou la polysémie, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens, ou alors la métonymie, c'est-à-dire qu'on utilise un mot pour un autre. Par exemple, Paris peut désigner une ville ou une personne, donc ça c'est une homonymie. Il peut aussi, Paris, indiquer un gouvernement, donc ça c'est une métonymie, c'est-à-dire qu'on utilise Paris pour indiquer le gouvernement qui siège à Paris. Ici, plante peut désigner soit un végétal, une usine, il peut être aussi un verbe en anglais. Donc ça, c'est une polysémie, c'est-à-dire c'est le même mot qui a pris plusieurs sens au cours de son histoire. Donc comment on va faire pour traiter ces ambiguïtés? Alors, comme les formes sont les mêmes, quels que soient les sens, on va regarder autour dans ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire quels sont les mots qui sont autour. Et on va essayer de repérer les mots qui sont discriminants pour un sens et un autre. Donc ici, dans l'exemple que je vous donne ici, on va essayer de discriminer le plante qui est une usine et le plante qui est un organisme. Donc ici, dans les exemples pour l'usine, on remarque que les mots qui sont avant plante sont souvent des mots qui indiquent ce que l'usine fabrique ou alors ce qui nous préoccupe dans une usine, c'est-à-dire la contamination ou la pollution. Pour la plante organisme, donc on va remarquer que souvent, c'est après, il y a des mots, par exemple le mot species pour préciser l'espèce de la plante, ou un organe, c'est-à-dire roots, la racine, ou cell, la cellule. Donc qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura ces mots qui discriminent un sens et un autre? En fait, on va exprimer des règles qui vont permettre d'étiqueter le mot dans un sens ou dans un autre. En fait, il existe des outils, des logiciels qui permettent d'exprimer ces règles de désambiguïsation à partir du contexte. Par exemple, ici on va exprimer biogaz, ou alors si on a le mot biogaz, ou alors quelque chose qui dénote une nourriture, suivi de plante, alors on doit étiqueter plante comme une usine. Donc pareil, on a une règle équivalente pour étiqueter plante comme une plante. Ce qui est intéressant, c'est que ces règles-là, exprimées de cette façon, peuvent aussi servir à extraire des relations. Par exemple ici, si on a quelque chose qui dénote un micro-organisme, suivi de isolated from, suivi d'un nom commun, alors à la fois on va étiqueter le nom commun comme un habitat et une relation entre le micro-organisme et le nom commun. On peut aussi étendre la règle de façon à prendre n'importe quelle forme de groupe nominal. Le souci avec ces règles, c'est que leur performance, elle dépend en fait de la variabilité des documents qu'on est en train de traiter. Donc plus on a des documents variés, plus on a des genres de documents variés, des domaines variés, et moins ces règles vont être généralisables. Donc la maintenance d'un système qui est basé sur des règles de désambiguïsation comme ça, elle est vraiment coûteuse à maintenir. Alors de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage supervisé, c'est toute une classe d'algorithmes qui vont opérer une induction, c'est-à-dire une généralisation à partir d'exemples qu'on lui donne. Donc l'apprentissage supervisé, il s'opère en deux phases. La première phase, c'est la phase d'apprentissage. Donc la phase d'apprentissage, on va donner à l'algorithme un corpus d'apprentissage qui a été annoté, préférentiellement à la main. Donc l'algorithme, lui, il va opérer l'induction, c'est-à-dire la généralisation, et il va produire ce qu'on appelle un modèle. Donc c'est un modèle qui généralise en fait ce qu'il a vu dans les exemples d'apprentissage. La nature de ce modèle, elle est très variable, elle dépend vraiment de l'algorithme qu'on utilise. Donc le modèle peut être un ensemble de droites de régression, ça peut être
des arbres de décision, ça peut être des règles comme on a vu précédemment. La deuxième phase de l'apprentissage supervisé, c'est la phase de production, où on va prendre juste le modèle, et ce modèle va permettre d'annoter automatiquement les nouveaux documents qui, eux, ne sont pas annotés, et donc de produire des documents, des corpus annotés automatiquement. Ce qui est très intéressant, c'est comme on a utilisé un corpus annoté auparavant, à la main, on peut réappliquer le modèle sur ce corpus et estimer, faire une mesure des erreurs qu'on peut faire. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que l'élaboration d'un corpus d'apprentissage est très très coûteux et il représente vraiment un effort très très important. Donc il faut vraiment faire attention avant de s'engager dans un projet d'apprentissage. Cet état est un petit peu mitigé dans le fait qu'il existe déjà des corpus d'apprentissage pour un certain nombre de types d'entités de relations. Et en particulier, il existe même des modèles qui sont prêts à noter et prêts à l'emploi. Donc en conclusion sur cette partie, donc on a vu trois grandes catégories de méthodes, la projection de lexique, l'application de règles et l'apprentissage supervisé. En fait, ils ont différentes qualités. Déjà, ils se placent sur une échelle qui va de la simplicité de mise en œuvre pour la projection de lexique jusqu'à la généralisation pour l'apprentissage supervisé. Et entre les deux se trouve l'application de règles. En fait, quand on veut créer un service ou un système en production, on va faire une combinaison des trois types de méthodes. On va les combiner et ils vont tenir en fait des rôles chacun différents. Avec la projection de lexique, vu sa facilité de mise en route, parce que les ressources sont souvent disponibles en fin de compte, elle va fournir un point de référence, un point de départ sur notre extraction. Et un peu plus tard, si on en a besoin, on peut utiliser l'apprentissage supervisé, et en particulier si des modèles existent déjà. Et pour un système en production, il y aura toujours l'utilisation d'applications de règles, parce qu'il y a toujours des erreurs qui passent, que ce soit de l'apprentissage ou des lexiques. Donc on utilisera l'application des règles pour corriger ces erreurs en production. Nous avons trois grandes catégories d'application de l'extraction d'informations. Donc la première catégorie, c'est la recherche d'informations, et nous en allons voir deux démonstrations tout à l'heure. Donc dans la recherche d'informations, il peut s'agir de recherche sémantique de documents, il s'agit de recherche de documents classiques, sauf qu'on va se servir en plus de la notation pour rechercher des concepts mentionnés dans les documents. Dans l'intégration de sources diverses, on va essayer de créer un système de référence dans lequel on va mettre ensemble des données qui proviennent de sources différentes. Ça peut être des données qui proviennent de la bibliographie, des données expérimentales, des données de référence dans certains domaines qui existent, etc. La deuxième grande catégorie, c'est l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va utiliser les annotations pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a dans notre corpus pour prendre des décisions. Par exemple, on peut faire de la cartographie thématique, non seulement sur les mots, mais en plus sur les concepts utilisés dans les documents. Ça nous servira par exemple à faire une synthèse de corpus lorsqu'on a un grand nombre de documents et on ne sait pas quoi en faire, ou pour dégager des tendances, ce qui arrive si en plus on a une composante temporelle. On peut aussi, pour l'aide à la décision, utiliser l'extraction d'informations pour faire du profilage d'experts. Par exemple, les éditeurs de revues scientifiques peuvent utiliser l'extraction d'informations pour améliorer, par exemple, la sélection de relecteurs lorsqu'ils reçoivent des nouveaux papiers à reviewer. Et puis la troisième catégorie d'application, c'est l'extension de référentiels, c'est-à-dire que les mêmes référentiels qu'on utilise dans l'extraction d'informations, on va vouloir les étendre, les compléter, en, par exemple, cherchant des nouveaux synonymes ou des nouveaux concepts, en cherchant dans les documents. Alors, une application qui utilise l'extraction d'informations, elle va être beaucoup plus large que les méthodes d'extraction d'informations elles-mêmes. L'extraction d'informations, en fait, va se positionner en fait, au milieu de tout un système d'information. Donc l'extraction d'informations déjà va être nourrie par tout un système
de collecte de documents, de collecte de données et de collecte de ressources, comme les ressources sémantiques. Elle va nourrir une base de données qui va opérer donc le stockage, une certaine forme d'agrégation aussi, si nécessaire. Et tout cela va être géré dans un système d'information sur lequel vont pouvoir s'appuyer des applications clientes, des interfaces ou des présentations. Alors nous allons voir deux démonstrations. La première, c'est Alviciaire, un moteur de recherche sémantique, et le second, Florilège, une base de données intégrative de référence. Les deux concernent les mêmes données, c'est-à-dire la biodiversité microbienne. Donc c'est le thème de nos démonstrations. Donc déjà, en termes de motivation, la biodiversité microbienne, c'est une recherche extrêmement importante, évidemment pour la recherche biomédicale, mais c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans l'innovation alimentaire ou la sécurité alimentaire, ou encore pour l'élaboration de bioréacteurs. Donc dans ces démonstrations, nous allons examiner des entités de type taxon, par exemple des bactéries, des levures, des virus, et des habitats pour ces micro-organismes. Donc les deux services, ce qui est intéressant, ils exploitent les mêmes annotations, c'est-à-dire que le processus d'extraction d'informations est identique. Simplement, ils ont été présentés, agrégés et stockés de façon différente. Nous allons maintenant vous faire une démonstration de Alviciaire, un moteur de recherche sémantique. Alors un moteur de recherche sémantique, c'est un moteur de recherche qui va non seulement chercher parmi les mots des documents, mais aussi sur les concepts qui sont mentionnés dans les documents. Ces concepts, ils auront été extraits à partir de techniques d'extraction d'informations dont on vient de parler. Et le fonctionnement d'un moteur de recherche sémantique, il dépend à la fois de l'extraction d'informations à la fois dans les documents et dans la requête. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une interprétation de la requête pour savoir si la personne est en train de rechercher un concept plutôt qu'un mot simple. Donc Alviciaire, c'est un logiciel qui est développé par Maillage depuis une dizaine d'années, qui sert à créer des moteurs de recherche sémantique. Et l'instance de moteur de recherche sémantique que je vais vous montrer maintenant, elle concerne donc l'écologie microbienne et elle contient des entités et des relations telles qu'on vous a présentées dans la présentation précédente. Donc je vais vous montrer déjà une recherche simple. Donc, par exemple, je mets Italie. Donc vous voyez que le résultat se présente comme un ensemble de documents-réponses avec Italie qui est surligné. Je vous attire l'attention sur à droite le rappel de la requête que vous venez d'effectuer. Donc le terme de la requête Italie et le nombre d'occurrences qui ont été trouvées. Et ce qu'on trouve à gauche ici, c'est ce qu'on appelle des facettes. Donc les facettes, ce sont des concepts qui ont été extraits par les techniques d'extraction d'informations et qu'on retrouve fréquemment dans les documents réponses. Ils sont ici triés soit par fréquence, c'est-à-dire nombre d'occurrences, soit par occurrence document, c'est-à-dire le nombre de documents dans lesquels on va les trouver. Donc on a par exemple les micro-organismes, les habitats, les phénotypes, les usages et plus classiquement les journaux dans lesquels ils ont été publiés et les années de publication. Donc là, on a vu que Alviciaire, ici, se comporte un peu comme un moteur de recherche classique. Alors, qu'est-ce qui le distingue qu'est-ce qui en fait un moteur de recherche sémantique? C'est par exemple, je vais chercher aquatique. Bon, je sais que c'est un habitat bactérien qui correspond à la ressource qu'on utilise. Voilà. Donc, ce qu'on va voir ici, surligné et qui correspond à aquatique, des choses qui ont à voir avec des environnements aquatiques, mais qui ne sont pas exactement la forme aquatique. Donc j'attire votre attention ici sur la droite, sur l'interprétation qui a été faite de votre requête. Donc ici, aquatique a été interprété comme un habitat du concept qui s'appelle Aquatic Environment. On a en dessous tous les synonymes de ce concept. Donc Aquatic Environment, aquatique, donc il a permis de
interpréter notre requête, et Aquatic Habitat. On a aussi tous les sous-concepts dans la hiérarchie, ainsi que tous les synonymes. Donc il y en a tout un paquet qui ont été recherchés. Ce qu'on peut observer, par exemple, si je prends le 6e document, ici, c'est qu'il y a tout un tas de variations différentes qui ont été détectées. Par exemple, ici, on a Aquatic Environments au pluriel, qui correspond à la lématisation dont j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi Natural Seawater Samples, qui correspond ici à Seawater parmi les sous-concepts et les synonymes. Vous allez me dire, je connaissais déjà aquatique, je savais que c'était un concept de la ressource qui est utilisé, mais comment faire lorsque on est nouveau dans le domaine et qu'on ne connaît pas la référence? Eh bien, on peut ici naviguer parmi les concepts de la référence, donc ontobiotope. Donc je vois ici la racine des concepts et les concepts de premier niveau. Donc par exemple, je vais prendre Natural Environment Habitat, je clique à côté et j'ai les concepts de second niveau qui sont les enfants de Natural Environment Habitat. On retrouve par exemple ici notre Aquatic Environment. Donc vous remarquez qu'il y a des triangles de différentes tailles. Ces triangles de différentes tailles permettent d'indiquer en fait la richesse de la ressource en dessous. Donc Aquatic Environment a un gros triangle, ça veut dire qu'il y a pas mal de sous-concepts. Area with Climate Properties, là il y a un petit triangle, ça signifie qu'il y a assez peu de sous-concepts. Si je clique sur Aquatic Environment, je vois que le système a ajouté Aquatic Environment dans la sélection. Une fois que j'ai une sélection comme ça, je peux chercher en cliquant sur Search. Vous voyez que ici, il a mis la forme canonique, Aquatic Environment, qu'il a interprété la requête exactement de la même façon que tout à l'heure quand j'ai écrit aquatique. Ce sont des synonymes en fait, et que les résultats, évidemment, sont strictement les mêmes. Les documents réponses sont les mêmes. Ce qui est identique, évidemment, aussi, c'est les facettes, puisqu'elles sont calculées à partir des documents réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les facettes? Par exemple, si j'en affiche 10, je peux en afficher un petit peu plus, 20. Quels sont les autres habitats qui sont mentionnés avec Aquatic Environment? Alors, il y a évidemment toutes les spécialisations. Et je remarque ici qu'il y a FSS. Et ça me fait penser quand même qu'il y a tout un enjeu en fait, de pollution et de contamination des eaux, des eaux potables avec les eaux usées. Donc bon, on va voir quels sont les documents qu'on peut voir ici, avec à la fois Aquatic Environment et FSS. Donc là, j'ai créé cette réponse en cliquant sur la facette, et on trouve ici donc les deux interprétations, Aquatic Environment, FSS, qui est un habitat, qui a ses propres synonymes et ses propres sous-concepts. On peut voir qu'il y a un certain nombre de variations qui ont été détectées, par exemple la forme adjectivale de FSS, donc fécal, ou des variations orthographiques, comme fécal avec AE. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les documents qui contiennent à la fois des Aquatic Environment ou des FSS. Ce qui serait vraiment encore mieux, c'est de ne voir les documents dans lesquels il y a une relation en fait, entre deux entités. Donc ça, c'est un exemple que je peux vous faire ici entre une bactérie. Donc je reprends donc là, Planctotrix, elle est interprétée comme un taxon, donc c'est bien une espèce de cyanobactéries. Et Aquatic Environment encore. Maintenant, ça c'est la colocalisation des entités dans les documents. Maintenant, je veux des relations. Donc Alvicière est capable en fait d'interpréter des requêtes qu'on appelle relationnelles, c'est-à-dire on va chercher deux entités qui sont dans une relation précise qui a été détectée par extraction de relation. L'interprétation de la requête. On a Planctotrix rubescens
le micro-organisme. Lives-in, qui est une relation, et aquatic environment, qui est l'habitat. Donc ce qu'on va avoir dans les documents réponses, ce sont les documents dans lesquels on a les deux entités, non seulement, mais dans les deux entités en relation, telles que extraits par l'extraction de relations. Donc ici, on a toxic Planctotrix rubescens and total cyanobacteria in preserved DNA, isolated from lake sediments. Un autre exemple, ici. Voilà. Planctotrix rubescens, which frequently forms blooms in freshwater lakes. Voilà. Donc nous avons vu Alviciaire, donc un moteur de recherche sémantique qui est capable de rechercher dans les documents des concepts qui ont été mentionnés au-delà des mots, et ceci grâce à une interprétation sémantique identique des requêtes. Comme ça, on peut voir si l'utilisateur est en train de chercher un concept plutôt qu'un mot. Alviciaire est aussi capable de rechercher non seulement des entités, mais aussi des relations entre ces entités. Donc cette instance d'Alviciaire, elle est publique, et vous pouvez la consulter et tester vos propres requêtes sur l'URL qui s'affiche. Je vais passer maintenant la parole à Claire Nedelec, qui va vous faire une démonstration de Florilège, une base de données de référence sur la microbiodiversité. Donc voici un exemple un peu différent de l'exploitation des données et informations extraites du texte à travers l'intégration de ces informations dans la base Florilège. Donc Robert vous a présenté à l'instant le principe de la recherche documentaire qui identifie les documents qui répondent à tout un ensemble de critères sur une requête. La recherche d'informations est un peu différente. Elle va identifier les informations provenant potentiellement de différents documents ou d'autres sources qui seraient non documentaires, pas nécessairement bibliographiques. Donc on va s'intéresser dans Florilège à la dernière partie que Robert vous a déjà présentée. Une fois les informations extraites et agrégées, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire avec le système d'information et les applications clientes, les interfaces sur ce système d'information. Donc ici, on s'intéresse plutôt à comment on va combiner l'information textuelle, l'information structurée à partir du texte, avec d'autres informations. Et ça, c'est possible parce que c'est décrit par un même référentiel externe, donc une même ontologie, un même référentiel sémantique. Pour l'illustrer ici de façon un petit peu différente, on imagine qu'on a une application métier qui a des besoins d'utilisation d'informations de différentes origines, de l'information du texte, des images, des informations, des données déjà structurées. Chacun de ces ensembles est décrit à son tour par un modèle spécifique, modèle du texte, un modèle qui décrit les images et un modèle de données. Et donc l'enjeu pour que notre application métier utilise l'ensemble de ces informations de différentes sources, c'est de construire un référentiel commun, ou en tout cas articulé, avec des correspondances entre les différents modèles, de telle sorte que cette interrogation soit transparente pour l'application métier, qui n'a pas à se préoccuper de des traductions, d'interprétations et correspondances qui seront derrière. Donc c'est ce qui a été réalisé dans la base Florilège que je vais vous présenter là, mais c'est un modèle tout à fait général. Ici Florilège, c'est un modèle de connaissances sur les microbes, donc on reste dans le monde des habitats, des phénotypes qui illustrent l'ensemble de la présentation. Et ces informations donc, sont agrégées en provenance de différentes sources très différentes. On a des bases de données génétiques qui vont décrire des habitats, des bases de données de biodiversité, des bases de données de ressources biologiques, et puis évidemment la littérature dont on a parlé, et en particulier PubMed, que vous a montré également Robert tout à l'heure. Et donc ces informations-là vont être agrégées dans une même base d'informations et vont pouvoir être requêtées. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a extrait l'information des documents, comme on l'a illustré tout à l'heure, mais également des bases de données. Alors selon les cas, les informations auxquelles on s'intéresse, elles sont déjà structurées et normalisées, en général les taxons, mais pas toujours. Par exemple, les abissas sont très souvent sous forme de texte libre. Donc quand on parle d'extraction d'informations ou text mining, on pense tout de suite bibliographie, article, rapport. Mais il y a également une masse d'informations qui est sous forme de texte libre dans des bases de données.
et dont l'exploitation est évidemment également extrêmement importante. Et ces sources, une fois traitées par fouille de texte, peuvent être agrégées tout ensemble et organisées selon un nouveau schéma d'organisation des données. Ici, on retrouve la relation Livesin entre les taxons et les habitats qui illustre notre présentation. Donc, je vais vous présenter maintenant une petite démonstration sur ce qu'on peut faire avec Florilège. La base est en ligne, hein, donc vous pourrez aller plus loin. Je vais vous présenter simplement des principes de base et puis vous trouverez également la documentation et les tutoriels en ligne pour vous guider dans cette exploration. Donc voici l'interface principale de Florilège. C'est une application web donc accessible en ligne avec n'importe quel navigateur. Donc, quand vous ouvrez la page, vous voyez ici un ensemble d'onglets accessibles qui permettent de faire les différentes requêtes selon qu'on va s'intéresser prioritairement aux taxons, aux habitats, aux phénotypes, etc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'onglet Habitat pour continuer la démonstration sur l'exemple que nous avions commencé à voir tout à l'heure. Donc on s'intéressait tout à l'heure aux lacs et aux cyanobactéries. On peut interroger Florilège de deux manières, soit en naviguant dans l'ontologie qui se trouve ici à gauche. Donc j'ouvre Microbial Habitat et je vais visualiser l'ensemble des habitats comme a été montré tout à l'heure par Robert sur la démonstration du moteur de recherche sémantique et on retrouve Aquatic Environment et donc par exemple Inland Water Body, Lantic Water Body et Lake. Donc vous voyez ici visualiser l'ensemble de la hiérarchie des habitats. On pourra faire la même chose par exemple pour les taxons ou autres. Et donc on peut sélectionner directement ici la classe qu'on veut interroger. Donc c'est ce que je vais faire. On aurait pu aussi taper ici directement dans le moteur, dans le champ de recherche, la classe qui nous intéresse. Donc j'ai cliqué sur Lake dans la hiérarchie et je vois maintenant sous forme de liste l'ensemble des informations disponibles dans cette base Florilège. Alors l'organisation est la suivante. On retrouve ici les habitats avec les différentes classes d'habitats correspondant à l'ontologie, la relation entre ces habitats et puis ici une liste de taxons, donc une liste de tous les microbes qui ont été identifiés dans ces milieux à partir des sources qui sont ici visualisées. Alors on voit qu'on n'a pas seulement ici des sources PubMed, donc de littérature, mais on a également par exemple GeneBank, qui est une base de données génétiques, et puis DSMZ ici, qui est une base de données de ressources biologiques. Et on a ici sur la gauche la liste des textes sources avec leurs références. Je vous montrerai tout à l'heure comment on va pouvoir l'exploiter. Alors on s'intéressait dans notre exemple à une bactérie particulière, planctonique, qui s'appelle Planctotrix. On va voir qu'en cliquant sur Filter Selection, on va pouvoir ajouter un critère supplémentaire à la recherche pour la raffiner. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape, la requête est complétée automatiquement par la liste des taxons qui contiennent cette chaîne de caractères. Et je vais appliquer cette requête pour raffiner. J'aurais pu aussi ici à gauche choisir parmi les sources que je voudrais explorer. Ici on a la liste des sources qui ont produit ces informations. J'applique maintenant la requête et je vois que je n'ai plus que 8 relations très précises donc, entre les Planctotrix et puis des lacs. Alors qu'on est sur un ensemble de plusieurs dizaines de millions de relations au départ. Donc en quelques clics, j'ai pu directement focaliser ma recherche d'informations sur les objets qui m'intéressent, donc des signaux très faibles dans la masse de publications. On va pouvoir voir les informations d'origine dans les textes en cliquant sur les chaînes de caractères qui apparaissent à l'écran. Donc par exemple ici, je clique sur Planctotrix rubescens. Et je vois que dans le texte, il apparaissait de façon très variable, avec un P point souligné rubescens et Oscillatoria rubescens. Il est à noter que c'est l'ancien nom de cette bactérie, donc qui a été également identifié et normalisé sous cette forme Planctotrix rubescens. De la même façon, si je clique sur la chaîne de caractères Lake ici, donc qui correspond à la classe des lacs, je vois que toutes ces formes-là ont été normalisées, identifiées comme des lacs. Donc on peut par exemple trouver volcanique méso-eutrophique lake.
Donc l'extraction d'informations non seulement a identifié que c'était un lac, mais a également trouvé les bornes correctes de cette chaîne de caractères qui est assez complexe et a associé volcanique et mésoeutrophique à l'entité lake, qui est une tâche complexe. Donc ceci permet de vérifier aussi éventuellement qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'extraction. Donc on va pouvoir également regarder d'où l'information est extraite, de quel texte, de quelle source. En cliquant ici dans la colonne source texte, on voit les références des différents documents. Donc par exemple ici la liste des documents dans lesquels on a associé Planctotrix rubescens à la classe Lake. Je clique par exemple sur ce document PubMed qui s'affiche ici dans Alviciaire, de telle sorte qu'on puisse voir le surlignage des entités, des microbes et des types de lacs, et puis les relations entre ces entités. L'intérêt de revenir au texte comme ceci est de pouvoir vérifier dans le contexte comment l'information doit être interprétée. Si je veux plus précisément regarder le texte d'origine, donc ici est un résumé de PubMed, je clique sur le titre et là je vois le document d'origine et éventuellement je peux télécharger l'article complet et avoir plus d'informations complémentaires que ce qui était affiché ici dans ce résumé, dans cette synthèse de florilège. Donc on a vu un extrait de PubMed, on voit qu'on a ici dans cet exemple une autre source qui est GenBank. Donc de la même façon, je peux cliquer sur la référence GenBank qui correspond à l'association entre un Planctotrix, ici Pseudagardi, et la classe Lake. Et va s'afficher cette fois directement l'entrée de GenBank d'où l'information a été extraite. On retrouve effectivement ici dans le titre la bactérie dont le nom a bien été analysé et normalisé, et puis l'habitat de cette bactérie, ici le lake Trasimeno, qui a été interprété à juste titre comme appartenant à la classe des lacs et qui se trouve dans une information semi-structurée. On voit ici un champ Isolation Source qui nous a aidé à localiser l'habitat de cette bactérie dans l'entrée GenBank. Voilà, donc on peut donc revenir aux sources d'où l'information est extraite. Donc dans l'exemple ici, GenBank et PubMed, il y a tout un ensemble de sources et puis qui peuvent être étendues par les mêmes méthodes génériques d'extraction d'informations. Donc ceci conclut la présentation sur Florilège. Donc vous pouvez y accéder en ligne directement et publiquement pour essayer les autres onglets que je ne vous ai pas présentés ici. Merci. Donc en conclusion de cette présentation, je vais revenir sur la valeur ajoutée de la notation sémantique qui a été illustrée ici à travers un exemple mais qui évidemment se généralise au-delà des microbes et de leurs habitats. Alors deux traits importants de la notation sémantique sont à retenir. D'une part, l'abstraction qu'elle permet sur les données et les informations et d'autre part, la notion de standardisation. Alors on a vu que grâce à l'abstraction, donc au rattachement à un référentiel externe, on va faciliter l'accès à l'information, on l'a vu à travers deux démonstrations. On va permettre l'expression de requêtes beaucoup plus puissantes et expressives, donc ramener beaucoup plus d'informations et de documents qu'on ferait avec une approche classique. Et puis ces informations qu'on va pouvoir identifier vont être une aide à l'interprétation, à l'explication d'observations scientifiques, de phénomènes, etc., où les informations de différentes origines et complémentaires vont pouvoir être confrontées et combinées. Ça permet aussi la découverte de nouvelles connaissances, on ne l'a pas illustré ici, mais à partir du moment où les informations sont représentées dans un modèle de connaissances, on va pouvoir appliquer des modes d'inférence, en particulier par exemple par analogie, pour découvrir de nouvelles informations qui ne sont pas essentiellement, initialement présentes dans les documents ou dans les bases de données. Cette annotation sémantique permet également de standardiser l'information. Et donc de permettre l'intégration de données hétérogènes, donc de différentes sources qui seraient indexées, annotées par les mêmes référentiels, permet la confrontation des données, éventuellement leur validation, quand on identifie un désaccord, un conflit entre ces informations, et de les curer, de les nettoyer, de les corriger. Ça permet évidemment le partage et la mutualisation, puisqu'on peut imaginer que des données du monde entier, c'est ce qui se passe ici dans notre exemple de Florilège, sont agrégées et représentées à travers un même référentiel et réutilisées à nouveau à travers le monde, publiquement, par tous les scientifiques intéressés par le thème.
Et de ce fait, l'identification des données est facilitée puisque l'interrogation se fait simplement en naviguant dans le référentiel et en identifiant les bonnes questions à poser à la base. Donc facilité pour de nouveaux utilisateurs qui ne seraient pas familiers avec l'organisation des données. Donc en ce sens, finalement, ça facilite la diffusion publique de la connaissance qui est produite par la recherche à un niveau mondial, mais également la critique de cette information qui est produite et la reproductibilité des informations. Donc là, on est vraiment dans un mouvement de réalisation des principes FAIR et plus généralement de sciences ouvertes à travers ces principes. Alors simplement un point d'attention, de vigilance sur ces approches qui restent des points un peu complexes. Le premier point, c'est l'accès aux sources documentaires ou l'accès technique, l'accès légal. La question des formats reste un point de vigilance. Il faut anticiper quand on crée une application de ce type l'accès aux ensembles documentaires ou plus généralement l'information qu'on va vouloir intégrer, mais également anticiper les moyens de mise à jour. C'est-à-dire qu'au cours du temps, ces sources vont évoluer. Il va falloir s'assurer que l'application est capable de prendre ces évolutions en compte, donc de manière légale et technique. Inversement, à l'autre bout de la chaîne, l'application cliente doit être pensée de manière à ce que le résultat s'intègre au poste de travail, donc aux besoins métiers de l'utilisateur qu'on envisage. Donc ça passe évidemment par une interface homme-machine qui va être adaptée aux différents profils d'utilisateurs qui sont envisagés. Il va falloir anticiper les questions de corpus d'informations recherchées, les qualités requises par ces utilisateurs. En fonction de la qualité qui est requise, on va mettre en œuvre des méthodes plus ou moins sophistiquées. Et évidemment, comme pour n'importe quelle application, se pose la question du coût, des compétences et des expertises nécessaires pour mettre en œuvre l'application en relation avec les besoins qui auront été spécifiés. Donc sur ces domaines qui sont encore des domaines relativement ouverts et peu stabilisés, où on n'a pas de méthodologie de création qu'on puisse appliquer comme une recette de cuisine, évidemment une démarche itérative et adaptative s'impose, qui permet à chaque étape de reconsolider le besoin et les solutions qui sont mises en œuvre. Donc sur la question de l'accès au contenu sur laquelle j'ai insisté, le visage évolue très vite, puisqu'on a un cadre légal qui était celui du Code de la propriété intellectuelle, puis celui de la loi de 2016 pour une république numérique, et puis très récemment, la directive européenne de 2019 nous dit que la fouille de texte est permise si on a un accès licite aux documents. C'est une avancée très considérable qui lève certains verrous qui restaient dans la loi de 2016, et la transposition est en cours et devrait être achevée cette année. Il reste aujourd'hui des verrous techniques d'accès aux documents, identifier les bons documents, y accéder concrètement pour les récupérer et dans un format qui convient à l'extraction d'informations reste un problème compliqué. Alors heureusement, les perspectives, grâce à des services qui s'ouvrent au niveau européen, puis au niveau français, on verra un exemple avec Istex. La centralisation des documents et leur standardisation par ces services rend l'accès infiniment plus facile pour des applications d'extraction d'informations, donc ouvre des perspectives vraiment enthousiasmantes pour ce type de travaux. Donc ça conclut cette présentation sur l'extraction d'informations. Vous avez vu un certain nombre de démonstrations sur des bases et des produits qui ont été développés dans notre unité maillage dans l'équipe Bibliome. Là, vous avez eu quelques exemples d'outils, une bibliothèque plus large sur laquelle nous travaillons dans l'unité maillage et avec nos collaborateurs de l'université Paris-Saclay, et puis en France et plus largement dans le monde. L'extraction d'informations est un sujet qui implique de nombreuses équipes, tant en recherche qu'en ingénierie, de nombreuses entreprises, en particulier en France. On a un tissu industriel de jeunes entreprises sur ces sujets-là, donc qui donne un panorama d'utilisation possible de ces approches suffisamment large.